Il est où le pont? Oh là là, d'accord. Je pense que vous avez remarqué très rapidement le changement assez radical de décor. La raison en est simple. Lorsque j'ai filmé la première fois, c'était il y a plusieurs mois, on était encore en été, c'était très bien, sauf que, jugez par vous-même. Voilà. Vous avez remarqué? J'ai oublié le son. Allez, pour traverser ce cours d'eau, que j'imaginais moins profond jusqu'à ce que je fasse mes premiers repérages sur le terrain et que je me rende compte de sa profondeur, je me suis surtout rendu compte qu'un pont était littéralement obligatoire. Dans Saverne dans l'Antiquité, dans l'article consacré au site de Louspan, on nous présente une carte des principales voies romaines qui pourrait nous répondre. La voie romaine passe au sud du secteur par un endroit qui, depuis quelques années maintenant, si l'on se réfère aux prises de vue aériennes, pas un arbre ne semble pousser. Mais il y a une contre-indication, à savoir les indications de la carte d'état-major qui indique un passage, mais un peu plus au nord, c'est-à-dire en gros sur ce chemin-là que je vois. Alors ça se joue à quelques mètres, c'est vraiment à peu de choses. J'ai moi-même fait quelques repérages de surface dans le coin avant de venir tourner cette vidéo, d'autant plus qu'avec la sécheresse à l'époque, le niveau de l'eau était assez bas pour en voir le fond, ce qui me faisait justement dire que le passage à gué n'était pas vraiment possible. Si on part sur l'idée d'un pont en pierre, je ne vois vraiment pas en quoi il aurait été judicieux de le détruire. J'ai bien repéré 2-3 pierres remarquables lorsque j'ai fait les repérages, et encore une fois, j'y connais pas grand-chose en la matière. Alors, des pierres romaines, je ne sais pas. Ça pouvait aussi être tout simplement des pierres plus récentes qui ont basculé dans l'île de la Rivière. C'est une question à laquelle je ne peux malheureusement pas répondre. Et si ça se trouve, le pont n'était même pas en pierre. Peut-être qu'il était en bois. Et dans ce cas, bon courage pour trouver des vestiges en surface. Cela étant, la carte d'état-major nous indique tout de même un moyen de passer. C'est un indice indéniable. Ce qui veut probablement dire que c'était le cas au XIXe siècle. Pour tout dire, il y avait 3 moyens de pouvoir franchir une rivière ou tout autre cours d'eau du temps des Romains. Soit un pont, soit un bac, soit un passage à gué. Ici, je pense que vous aurez deviné pourquoi je ne retiens pas la solution du bac. Enfin, sérieux, c'est pas assez large. Alors quoi, un passage à gué? On saute par-dessus le lit de la rivière de 3 mètres de large et de 1,50 m de profondeur. Cela étant, la physionomie de la rivière a peut-être changé avec le temps. Je ne sais pas. En tous les cas, quel que soit le moyen, je reste sur l'idée d'un passage de la voie romaine quelque part dans les environs. La question reste juste comment ça a été fait. Encore une fois, des fouilles sont nécessaires pour confirmer un passage à cet endroit ou alors pour rejeter cette idée. Bien, nous allons maintenant continuer. Saverne, c'est vraiment plus très loin. Allez, Saverne, bientôt là, quelques mètres et on y est. La voie romaine, elle continue là. En tout cas, si on suit le raisonnement de Jean-Jacques Hatt à l'époque, elle est là. Ici, en fait, de l'autre côté de la Moselle, nous avons suivi un alignement de bosquets qui suit le chemin marqué par la carte d'état-major et qui suit également pour partie les limites communales d'Auterswiller et de Saverne qu'on avait déjà sur l'autre rive. Puis nous arrivons à un obstacle, une levée de terre qui n'existait pas encore et pour cause. Il s'agit ici du tracé de l'ancienne voie ferrée qui reliait Saverne à Molsheim à partir de 1877. Lors de mes premiers repérages au sol, je m'étais étonné de la présence de cette canalisation maçonnée et de cette levée de terre. Je me suis également demandé, le plus sérieusement du monde, si ce n'était pas un vestige romain. Mais vu la maçonnerie et la présence de béton, j'ai vite émis des doutes sur l'idée. En fait, ce n'est que lorsque je me suis repenché sur les vues aériennes et les cartes que j'ai fait le rapprochement entre cette ancienne canalisation, cette levée de terre et l'ancienne voie ferrée. La construction de cette voie ferrée a coupé le chemin en deux. Chemin qui n'était probablement plus si important, sinon des aménagements spéciaux pour le passage de la voie auraient été mis en place. Mais comme le chemin de fer n'existe plus, nous avons pu continuer. De l'autre côté, nous arrivons sur
ce bosquet. Pourquoi est-ce que la présence de ce bosquet-là est important? Tout autant que les autres d'ailleurs. C'est que Gérard Coulon, oui, encore lui, dit également qu'il faut tenir compte des alignements d'arbres pour repérer les anciennes voies, ce qui, on ne va pas se le cacher, nous a été très utile plus d'une fois. Et ici, nous avons un bosquet qui fait plusieurs mètres de large, 10 mètres par endroit, ce qui est du bon gros bosquet bien large. Bon, après, encore une fois, ça veut tout dire comme ça veut rien dire. Ce sont des fouilles archéologiques qui sont nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de cette fameuse voie romaine. Ce bosquet, en tout cas, rejoint la rue de Saverne qui s'appelle la route romaine. Saverne, bientôt le bout du voyage dans une ville qui a gardé une trace très visible de la période romaine. Là, nous y sommes, nous sommes enfin arrivés à Saverne, appelé alors de son nom latin Tres Tabernae ou encore Tabernis. Nous sommes actuellement au début de la rue qui a été nommée route romaine. Probablement que cette rue ne suit pas forcément le tracé exact de la voie romaine. D'autant plus, comme je l'ai déjà dit, le tracé exact est toujours discuté entre le passage nord et la rue Neuve, par la rue de l'Ermitage ou ici par la route romaine. Mais nous allons bientôt en finir avec ce long voyage par étapes de plusieurs heures, voire de plusieurs jours pour moi, de plusieurs épisodes pour vous. Mais je vous invite à rester jusqu'au bout. Après cet épisode de fin, il y aura un épisode de conclusion. Ici, il y a plus de 17 siècles, nous serions entrés dans la ville fortifiée de Tres Tabernae. Le nom d'Oberthor, cependant, ne remonte pas aux Romains, mais à l'époque médiévale. Au XIVe siècle, la ville de Saverne était enserrée par des murailles délimitant la cité, mais aussi les différentes parties de la ville. La Oberstadt, ville haute, dans laquelle nous entrons, mais il y avait aussi la Unterstadt, la ville basse, et la Kleinstadt, la petite ville. Pour entrer dans la ville, on pouvait venir du sud, comme nous venons de le faire, mais aussi de l'ouest par la Greifensteiner Tor, donc la porte du Greifenstein, ou du nord par la Bergtor, ou porte des montagnes. Pour se rendre de la Kleinstadt à la Unterstadt, on passait le pont fortifié et le Brucktor, et pour passer de la Unterstadt à la Oberstadt, on empruntait la Mitteltor, ou la porte du milieu. Bon, on est vraiment plus très loin. Nous sommes enfin arrivés à la croisée entre le Cardo et les Decumanus de l'antique Tres Tabernae, qui était à l'origine notre objectif du voyage. Saverne, avec ses vestiges romains impressionnants et surtout que l'on peut voir. Mais avant tout, un petit peu d'histoire. Après tout, c'est un petit peu le sujet de la chaîne. Tres Tabernae, c'était un vicus, comme Königshofen. Mais à partir de quand ? Et d'ailleurs, d'où vient le nom de Tres Tabernae? Le nom de Tres Tabernae n'apparaît que tardivement, sous la plume de Ammien Marcellin, lors de la campagne du César Julien de 357, où il dit que Julien s'occupa ensuite de relever le fort de Tres Tabernae, que l'opiniâtreté des barbares avait fini par emporter et par détruire, et dont le rétablissement allait imposer un frein à leur continuelle incursion dans les Gaules. Il mit à terminer les ouvrages moins de temps qu'il n'espérait lui-même, et laissa à la garnison des vivres pour un an. Après, quelques lignes plus tôt, il parlait non pas de Tres Tabernae, mais de Tabernas. Il fut alors informé qu'Argentoratum, Brocomagus, Tabernas, Salisso, les Némètes, Vangio, Moguntiacum étaient entre les mains des barbares. Mais ceux-ci n'en occupaient que les dehors, par la peur qu'ils ont du séjour en ville, regardés par eux comme autant de tombeaux où l'on s'enterre tout vivant. Julien s'empara d'abord de Brocomagus. Un corps de Germain s'y était porté à sa rencontre. Pour le recevoir, il forma son armée en croissant, enfermant des deux côtés l'ennemi qui lâche à pied au premier choc. On en prit ou tua une partie dans la première chaleur de l'action. Le reste dut son salut à la fuite. Deux autres sources, la table de Pöttinger et l'itinéraire d'Antonin, nomment le vicus Tabernis. Il va de soi que l'histoire de Saverne remonte à bien plus loin. Tout au début se trouvait un oppidum gaulois sur le site du col de Saverne, celui du fossé des Pandours, qui s'étendait sur 170 hectares et qui fut intégralement occupé de 120 à 50 avant Jésus-Christ, mais qui a progressivement décliné du fait des bouleversements géopolitiques induits par la conquête romaine. On ne sait pas ce qu'il s'est passé avec cet oppidum de 50 avant Jésus-Christ jusqu'au début de notre ère, mais l'endroit reste stratégique et il y a fort à parier que les routes tracées par les Celtes traversant cet oppidum furent reprises par les ingénieurs romains. On retrouvera par la suite les traces d'une petite agglomération romaine au cœur même de l'ancien oppidum, Uspan, un relais, une station romaine sur la route entre Divodurum
et Argentoratum. Elle s'est développée à partir du 1er siècle et jusqu'au 2e siècle de notre ère. En parallèle, probablement entre l'an 41 et 68, avait débuté le développement d'une bourgade autour d'un relais très certainement installé près d'un secteur de franchissement de la rivière Zorn. Cette bourgade est à l'origine de la ville actuelle de Saverne. Bon ben ça fait 2 relais. 2 tavernes. Pour trouver la 3e, il semblerait que le passage des bêtes n'était pas autorisé en ville, mais sur une voie de passage contournant l'agglomération. Il fallait donc les dételer et les réatteler. Ce qui ferait bien 13 tabernae. La ville se développe et atteint 12 hectares de superficie au IIIe siècle. Mais des crues et des inondations ont certainement poussé au développement de la ville haute, là où nous nous trouvons actuellement. Les crises qui secouèrent l'Empire romain au IIIe siècle sont probablement à l'origine de la construction de la première enceinte fortifiée, comme pour d'autres cités, comme sa voisine Pons-Savary, sa réunion actuellement, mais aussi de l'abandon du site d'Ouspan. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que le contour de l'enceinte fortifiée se devine encore, certainement parce qu'elle fut fortifiée apparemment 4 ou 5 fois au cours de l'histoire de Saverne. On peut même encore retrouver les parties romaines dans les secteurs subsistants de ces fortifications. L'exemple le plus parlant de cette succession historique, c'est l'hôtel de Wagen. On remarque bien que l'édifice construit au XVIe siècle repose sur les remparts de la ville, dont les dernières restaurations remontent au XIVe ou XVe siècle. Et tout en bas, une partie du mur à peine visible et bien plus grise, c'est ce qu'il reste des murs romains, mais qu'on peut encore remarquer à d'autres endroits. Là encore, on peut évidemment se poser la question de la vie romaine qui s'est déroulée entre ces murs. On sait que les maisons de Saverne étaient à l'époque surtout des maisons à colombage faites en terre et en bois, mais la présence de thermes est encore très hypothétique. Sa position géographique lui a donné une importance économique particulière, en plus d'être un point stratégique du point de vue militaire. Elle est proche d'un carrefour routier non négligeable qui profite à des établissements comme des auberges et des écuries. Elle profite également des carrières de pierre utilisées ponctuellement dans la région par l'armée romaine, et notamment la 8e Legio Augusta. Je vous avais dit que l'influence de cette légion dépassait largement les murs d'Argentoratum. La 8e Légion Augusta qui a laissé 2 inscriptions gravées au Köpfel et à Reinhardsmünster. Sans oublier Marcianus Avitianus, légionnaire de la 8e Légion qui a dédié un autel aux déesses des 4 routes, monument qui fut retrouvé réemployé pour la construction du mur d'enceinte antique de Saverne. En attendant, nous y sommes. Nous sommes arrivés au bout du chemin. Au bout de cette voie romaine qui reliait Argentoratum à 13 tabernae. Bon, maintenant que nous en sommes là, profitons-en pour prendre un peu de hauteur. Mais pas tout de suite. Je vous donne rendez-vous pour un dernier épisode, un épisode conclusion, pour faire un petit bilan de tout ce que nous avons vu durant cette randonnée. À bientôt pour une toute dernière étape.